Deuxième volet que nous consacrons au Royaume-Uni. La semaine dernière, nous avons repéré quelques pistes dans l'histoire de ce pays. Cette semaine, nous allons regarder comment fonctionne le Royaume-Uni, voir les changements en cours, tant au niveau de son économie que de ses institutions. Comme son nom l'indique, le Royaume-Uni est l'union de plusieurs nations. L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, auxquels s'ajoute l'Irlande du Nord. C'est une union qui repose sur une langue commune, l'anglais, une citoyenneté commune, anglais, gallois, écossais, habitants de l'Irlande du Nord sont tous citoyens britanniques, et l'acceptation d'un monarque soumis à un régime parlementaire et d'un État unitaire. De fait, il n'y a strictement rien de fédéral dans le fonctionnement du Royaume-Uni. Alors, unité, grande centralisation, ça ne veut pas dire pour autant totale uniformité. Gallois et Écossais conservent leur culture et leurs traditions. La langue galloise, parlée aujourd'hui par moins de 20% de la population du Pays de Galles, avait obtenu en 1967 le statut de langue nationale à côté de l'anglais. Et même ces trois nations britanniques ont chacune leur équipe de football et de rugby. Depuis Henri VIII, la religion dominante, c'est l'anglicanisme, mais les Écossais sont majoritairement presbytériens et il y a une communauté catholique entre 8 et 9%. Alors en fait, Écossais et Gallois sont une des composantes du peuple britannique et ils reconnaissent, au moins implicitement, que l'Angleterre, qui fait 54% du territoire et 83% de la population, eh bien, elle est une source de richesse et de rayonnement pour l'ensemble du Royaume-Uni. Or, le gouvernement travailliste, qui est arrivé au pouvoir en 1997, tente de faire évoluer cette organisation des pouvoirs. Il a lancé un processus de décentralisation. Concrètement, à partir de l'an 2000, l'Écosse va se doter d'un parlement à Édimbourg et sera doté d'une autonomie fiscale, le Pays de Galles d'une assemblée à Cardiff, et Londres va élire un conseil d'élus et un maire qui devrait jouer un rôle politique majeur. Enfin, dans le cadre du processus de paix en Irlande du Nord, une assemblée régionale a été élue en juin 1998. Alors pour un État aussi centralisé que le Royaume-Uni, c'est une véritable révolution dans laquelle certains voient un risque de désunion, voire un risque d'éclatement du royaume. Le Royaume-Uni fait 244 000 km², il a une population de 57 millions d'habitants, c'est-à-dire la population de la France, mais sur un territoire 2 fois plus petit. Et cette zone qui court du sud du Lancashire à travers les Midlands jusqu'à Londres comprend à elle seule la moitié de la population de tout le royaume. Ce pays est très urbanisé, 90% de la population du Royaume-Uni vit dans les villes. Londres regroupe dans son agglomération plus de 7 millions d'habitants, elle est donc la capitale politique, culturelle et économique du pays. Et 5 agglomérations dépassent le million d'habitants. Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, Glasgow, et ce sont ces villes-là qui ont été à la source de l'industrie britannique et qui sont aujourd'hui en pleine reconversion. Alors pourquoi une telle urbanisation? Eh bien parce que, historiquement, les populations ont plutôt délaissé les montagnes, Pennines, Highlands, Monts Cambriens, assez hostiles, battus par un climat océanique, pour aller logiquement sur les côtes et autour des grands bassins houillers. Et ces grands bassins ont formé les grandes régions industrielles de la Grande-Bretagne. Mais avec la fin de l'industrie charbonnière, le centre de gravité économique du pays s'est lentement déplacé de ces régions charbonnières du nord-ouest vers le sud-est, c'est-à-dire Londres et sa périphérie. Alors arrêtons-nous un moment sur le cas de la ville de Londres. C'est le secteur tertiaire, avec Londres pour centre, qui tire désormais l'économie britannique. Londres est en effet une des 3 premières places financières au monde, la première en Europe. C'est une place bancaire importante, le premier centre de l'assurance. Cela donne une économie dirigée désormais à partir des bureaux de Westminster et de la City. Les sièges des entreprises sont à Londres et les lieux de production et d'entretien plutôt en province. Et donc, on va le comprendre sur la carte,
La proximité avec la capitale joue un rôle dans la dynamique économique du pays. Ainsi, à la première périphérie de Londres, le long de l'autoroute M4, en direction de Bristol, se sont installées des PME de haute technologie. L'aéroport de Heathrow a favorisé ces implantations car il permet et le transport des matières premières et l'exportation de produits finis. Cette périphérie londonienne est en pleine expansion et elle affiche le plus bas taux de chômage du pays. Un deuxième cercle autour de Londres avec Bristol, Birmingham et Leicester. En s'appuyant sur leurs universités, ces villes ont su attirer des activités de pointe dans l'industrie et les services, relançant la croissance après les crises industrielles des années 70 et 80. Le troisième cercle autour de Londres, c'est celui des pays charbonniers du nord de l'Angleterre, de l'Écosse et du Pays de Galles. Ce nord est encore sous le choc de la désindustrialisation et de la reconversion. Liverpool était le deuxième port du Royaume-Uni. Il est aujourd'hui un port régional. Manchester, capitale financière du Nord, redémarre lentement grâce au tertiaire et notamment les assurances. La découverte du pétrole en mer du Nord dans les années 70 a favorisé la côte Est. La région d'Aberdeen est la principale base des hydrocarbures en Grande-Bretagne et T-Sport est le lieu d'arrivée des pipelines. Le pétrole a développé des ensembles littoraux comme dans les estuaires de la Tyne, de la Tees ou de la Humber qui combinent industrie lourde, raffinage, pétrochimie et sidérurgie. Plus au nord et plus à l'ouest, en Écosse et au Pays de Galles, l'informatique et l'électronique ont relancé l'économie dans les régions de Glasgow, d'Édimbourg et de Cardiff. Et là, c'est justement l'éloignement de Londres qui joue en faveur de ces villes, car elles peuvent ainsi former des pôles de développement régional à part entière. Alors, ce troisième cercle est un petit peu emblématique des grandes évolutions économiques qu'a connues la Grande-Bretagne ces 25 dernières années. Et ce que l'on peut conclure sur cette carte, c'est que ce n'est plus au nord-ouest du pays que se situe le moteur de l'économie britannique, mais au sud-est, c'est-à-dire plus près de Londres et plus près de l'Europe continentale. L'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Royaume-Uni et une certaine dynamique économique a été renforcée avec l'ouverture du tunnel sous la Manche, même si un tunnel, aussi performant soit-il, ne suffit pas à annuler ni même à réduire une insularité. Le gouvernement Blair est plus pro-européen que les conservateurs qui l'ont précédé. Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie aérienne, British Airways a acheté des avions Airbus. On peut noter aussi le rapprochement spectaculaire des bourses de Londres et de Francfort au détriment de Paris, donc au détriment de l'axe franco-allemand. L'économie du pays a repris. Depuis plusieurs années, la croissance est de 2% par an, l'inflation est maîtrisée, le taux de chômage en baisse, alors quelle a été la recette britannique pour cette reprise? Premièrement, certainement les réformes Thatcher. Dérégulation, libéralisation, privatisation, affaiblissement des syndicats, réformes nécessaires pour certains et pour d'autres, les conséquences en ont été beaucoup trop dures. Deuxièmement, les recettes provenant du pétrole. Troisièmement, les investissements directs étrangers, américains et japonais, profitant de cette dérégulation, d'une fiscalité moindre sur les entreprises et de la flexibilité du marché britannique du travail. Mais cette recette s'accompagne de nombreux aspects négatifs. Beaucoup d'emplois précaires, beaucoup de très bas salaires, une protection sociale trop faible, un gros déficit commercial, un système éducatif et de formation à rénover. Alors ce ne sont là que quelques-uns des défis que le gouvernement travailliste de Tony Blair doit maintenant relever aujourd'hui.